Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue au Grand Dialogue. Nous allons parler de la modification de la loi électorale. La nouvelle loi électorale a été adoptée le 19 avril 2018 à l'Assemblée nationale par une majorité de 93 députés pour 2 contre et 18 abstentions. La relecture de cette nouvelle loi vise, selon les autorités, à garantir la transparence des futures échéances électorales. Nos invités sur ce plateau, honorable Zoumananchi Doumbia, député CDS, honorable Modinjaya, député URD, Moussa Mara, ancien Premier ministre et candidat aux élections présidentielles de 2018, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bienvenue au Grand Dialogue. Nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Doumbia. Quels sont les changements majeurs dans la nouvelle loi électorale? Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs et tous les auditeurs. Et je pense que les innovations majeures apportées à la loi électorale, comme vous l'avez si bien annoncé, visent à donner plus de transparence au processus électoral. Et depuis la désignation ou même le choix des bureaux de vote jusqu'au dépouillement, tout a été revu pour permettre une grande transparence et pour permettre une grande crédibilité. Et vous verrez que depuis le choix des bureaux de vote, il y a déjà les partis politiques qui sont associés, en tout cas, au choix des bureaux de vote, ce qui n'était pas avant. Et vous avez aussi, au niveau des bureaux de vote, la présence des assesseurs, notamment un assesseur de l'opposition et un assesseur de la majorité, et qui travaillent avec le président du bureau de vote pour identifier les électeurs, pour voir effectivement que celui qui a son nom sur la liste électorale est celui qui vient voter, et avec le contrôle des cartes d'électeurs. Aussi, vous avez les bulletins de vote. Les bulletins de vote qui ne seront valables que lorsqu'il y aura la signature et du président et des 2 assesseurs, c'est-à-dire l'assesseur de l'opposition et l'assesseur de la majorité. Donc, pour vous dire qu'il y aura une grande transparence. Et par rapport aussi à ce qu'on appelle la carte qui va servir, en tout cas, de carte d'électeur pour cette élection, pour les élections à venir, ce serait désormais la carte d'électeur biométrique et qui va remplacer la carte d'électeur, la carte NINA. Parce que la carte d'électeur biométrique a l'avantage, en tout cas, de donner les précisions sur le bureau de vote et le centre de vote. Donc, pour vous dire qu'en réalité, tout a été fait pour une grande transparence dans les échéances électorales. D'accord. Alors, Monsieur Ndjaya, ces innovations conviennent-elles à l'opposition? Je vous remercie et je salue également tous les téléspectateurs. Vous comprendrez aisément que nous nous sommes abstenus lors du vote parce que nous avons pensé que les innovations, on pouvait les améliorer. Et malheureusement, ça a été une occasion un peu ratée. Et à titre de rappel, je dois vous dire que le cadre de concertation au niveau du ministère de chargé des questions électorales, ce cadre de concertation a été beaucoup plus animé par l'opposition par rapport à la modification de cette loi électorale. Mais les propositions généralement sont venues des observations qui ont été faites par les observateurs, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou de nos ONG, qui, après les élections passées, ont dû faire tout un catalogue d'insuffisances qu'il fallait corriger. Et nous, sur 8 points qui pouvaient permettre d'améliorer en fait cette loi électorale, on n'a pas été suivi par la majorité, nous nous sommes abstenus. Donc nous nous disons qu'en réalité, ça a été une occasion un peu ratée. D'accord. Alors, Monsieur Mara, quelle est votre analyse par rapport à cette nouvelle loi? Je pense qu'il est incontestable que cette loi électorale constitue une avancée par rapport au passé. Cette avancée n'est peut-être pas suffisante au regard de l'opposition, mais c'est une avancée. Donc il faut voir le verre à moitié plein, à mon avis. C'est de dire qu'il y a eu un certain nombre d'insuffisances qui ont été constatées par les uns et les autres.
Insuffisance traduite par des sessions du cadre de concertation et qui a introduit le processus. Nous avons aussi constaté certaines avancées antérieures qui étaient difficiles à être mises en œuvre. Il y a notamment la question du vote de nos forces de sécurité, qui est quelque chose qu'il faut faire, mais on sait que c'était très difficile à être mis en œuvre. Donc il y a eu la correction de ces bonnes idées quasi infaisables, et il y a eu aussi un certain nombre d'avancées dont l'honorable Zmonanchi vient de parler. Pour moi, il faut voir plutôt le verre à moitié plein. Maintenant, il y a toujours un débat qui continue pour que, ultérieurement, comme on a l'habitude de le faire dans notre pays, qu'on puisse continuer à améliorer nos textes. Lors du prochain mandat qui s'annonce à la suite des élections générales, il y aura sans doute des débats. Le Mali a l'habitude depuis plus d'une vingtaine d'années de régulièrement toiletter nos textes en matière de processus électoral. Mais il est quand même incontestable qu'il y a des avancées importantes et que cette loi, si elle est appliquée dans toute sa rigueur, puisse amener plus de transparence et un processus plus inclusif. D'accord. Alors, M. Sango, M. Mara vient de l'avancer tout de suite. Si elle est appliquée, pensez-vous que cette loi peut être appliquée au moment où nous sommes tout de suite? Bon, je pense que la loi a été votée à l'Assemblée nationale avec une majorité de voix pour, et le président de la République a déjà promulgué la loi. Donc la loi rentre en vigueur et va servir de cadre réglementaire pour les élections de 2018. Mais nous avons, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons eu un peu de regret par rapport à l'édiction tardive des normes réglementaires devant encadrer les élections de 2018. Parce qu'on rappelle que par rapport à la gouvernance aux élections, il y a la charte de l'Union africaine qui en parle, la déclaration de Bamako qui a été signée ici en 2000 qui en parle, et aussi le protocole additionnel de la CEDEAO qui dit qu'à 6 mois des élections, il ne faut pas toucher les textes, si ce n'est pas fait de manière consensuelle. On a assisté à l'Assemblée nationale au fait que l'opposition n'a pas voté contre, c'est absolu, sinon ça allait pouvoir déboucher sur d'autres problèmes majeurs. Donc en termes de transparence, il est toujours bon pour les organisateurs des élections de pouvoir prendre à temps le temps nécessaire pour relire les textes pour que ça soit adopté de manière consensuelle et à une échéance longue de l'organisation du scrutin. Cela a l'avantage de faire en sorte que tout le peuple malien puisse s'approprier le nouveau texte. Parce qu'on a 3 mois des élections, est-ce que tout le monde va s'approprier ce nouveau texte qui va encadrer les élections? C'est une question qu'on se pose. Et aussi, si on voit par exemple de 2013 à aujourd'hui, on a eu suffisamment de temps. Il y a des observations qui ont été faites en 2013 par rapport au processus électoral et puis à la gestion même de l'encadrement légal du processus électoral en République du Mali. On a déploré le fait qu'il y avait 3 organes qui sont là pour gérer le processus électoral, à savoir le ministère de l'administration territoriale, la CENI et puis la délégation générale aux élections. On aurait souhaité qu'il y ait un seul organe de gestion des élections pour ces élections de 2018. Donc en termes d'avancée, cela nous met un peu, nous restons un peu sur notre faim. Ensuite, il y a le fait que la composition même de la CENI n'est pas ce que nous avons souhaité, parce qu'aujourd'hui la CENI est composée normalement de partis politiques et de la société civile, mais il se trouve qu'il y a le corps judiciaire qui est présent au niveau de la CENI et qui fait que, bon, souvent la CENI, les magistrats qui sont là-dedans sont juges et partis du processus électoral. Donc ça, c'est une faiblesse qu'on a voulu corriger aussi, mais qui n'a pas été prise en compte. Donc on pense que le cas des militaires qu'on a évoqué, déjà à la réouverture en 2016, nous avons fait une déclaration pour dire qu'aujourd'hui au Mali, il n'y a pas de fichier électoral distinct pour les civils et pour les militaires. Donc on ne peut pas introduire un article pour dire que les militaires vont voter une semaine avant les civils, parce qu'il n'y a pas de fichier électoral. Et donc le fait que ça a été enlevé de la loi actuelle, donc ça permet de gérer un certain nombre de problèmes, d'éviter une crise. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fichier électoral distinct des militaires et des civils. Tout le monde est dans le même fichier électoral et tout le monde va voter ensemble. D'accord. Alors, M. Doumbia, certes, il y a eu des innovations, mais les insuffisances dont on vient d'entendre tout de suite, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Vous savez, une loi, un texte est toujours fait à être parfait et vous ne trouverez jamais un texte à 100% parfait. Et comme l'a dit le Premier ministre Mara, je pense que de façon progressive, nous allons au fil du temps voir quelles sont les imperfections et qu'est-ce qu'il faut corriger. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer vraiment ce texte de loi qui a l'avantage, en tout cas, de faire des innovations majeures. Parce que ce qui est dit aujourd'hui, ce qui est dans le texte aujourd'hui, je pense que c'est une avancée.
Par contre, ce qui a été dit par Sango, oui, je suis d'accord aujourd'hui que le débat se fait par rapport à l'organe unique. Et je pense que cette question doit être réglée ailleurs. Et cette question doit être réglée ailleurs. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il va falloir aller vers un organe unique chargé des élections. Mais je pense que les échéances de 2018 pointent déjà à l'horizon. Donc ce débat-là doit être renvoyé après. Sinon, on gagnerait plus en temps, on gagnerait plus en économie, parce que quand vous voyez les différentes structures qui s'occupent des questions électorales, en tout cas, c'est un grand budget. Donc il serait bon qu'on puisse faire confiance à une seule structure. Mais, vous savez, en Afrique, ce n'est pas propre au Mali. Nous, quand on étudiait la loi électorale, nous avons parcouru d'autres pays de la sous-région. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a la CEI qui organise tout. Mais est-ce que nous, au Mali, on a suffisamment confiance aujourd'hui à une seule structure qui puisse organiser les élections? Le débat se trouve à ce niveau-là. Parce que déjà, avec l'administration, on avait commencé les élections. Je me rappelle bien qu'il y a une CENI qui a organisé les élections au Mali ici. Et ça a donné lieu à toutes sortes de critiques. Et c'est pourquoi on est retourné encore à l'administration. Sinon, dans d'autres pays, c'est l'administration aussi qui organise toutes les élections. Mais chez nous ici, on n'a pas confiance aussi à l'administration. Je pense que c'est ce manque de confiance qui fait aujourd'hui qu'on n'est pas allé vers une structure unique chargée des questions des élections. Mais je pense qu'au fur et à mesure que le processus électoral va se poursuivre, les acteurs vont se faire confiance et ça nous permettra d'aller en tout cas vers une structure unique. Quant l'honorable Modinja dit que en fait c'est une occasion ratée, je pense que je suis vraiment désolé parce qu'il dit d'abord que au niveau du cadre de concertation, par rapport à l'élaboration ou bien par rapport aux modifications à apporter au texte de loi, l'opposition a joué un grand rôle. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu les partis politiques de l'opposition, ils m'ont dit que les 90% de ces modifications viennent d'eux. Et donc, je comprendrais mal qu'à ce niveau-là, au moment où il y avait cette étape, en tout cas, et des questions ont été posées et des réponses ont été apportées. Donc, et ce jour-là, j'ai bel et bien posé la question aux partis politiques de l'opposition. J'ai dit, est-ce que vos députés vont voter pour? On nous a dit, c'est notre texte, il va sans dire que nos députés vont voter pour. Mais on a été désagréablement surpris que l'opposition, une bonne partie de l'opposition s'est abstenue. Bon, c'est déjà une avancée, mais le principe voudrait que dans la mesure où le texte est venu à 90% d'eux, qu'on aille vers le vote éventuel en tout cas de ce texte de loi. D'accord. Alors, M. Ndiaye, qu'avez-vous à répondre au propos de M. Doumbia? Vous savez qu'il faut faire le distinguo entre ce que les partis politiques conviennent entre eux et le travail parlementaire. Et généralement, ce qui est convenu entre les partis politiques n'est pas forcément ce que le gouvernement adopte en Conseil des ministres. Et ce qui sort de l'Assemblée nationale n'est pas forcément ce qui ressemble aussi à ce qui a été adopté en Conseil des ministres. Je vous avais dit dans mes propos préliminaires que nous avons fait 8 réserves. La première réserve concernait un peu le rôle de la CENI. Aujourd'hui, c'est la CENI qui joue le rôle de superviseur. Et la CENI est entretenue à coût de milliards par le budget national. Nous avons dit qu'il est insensé qu'on attende la fin des élections générales pour demander à la CENI de produire son rapport. Et que normalement, après chaque élection, et comme la CENI est présente dans tous les bureaux de vote, elle doit obligatoirement produire son rapport par rapport à ce qu'elle a vu. La majorité n'a pas suivi cela. Alors c'est ça la transparence. Le deuxième aspect qui nous a paru très important, c'est que concernant les cartes biométriques, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils disent le jour du vote, dans les bureaux de vote, on va remettre les cartes qui n'ont pas été retirées et qu'au moment où on est en train de faire les opérations de vote, que certains vont venir dire « je n'ai pas reçu ma carte », on va chercher sa carte, il va voter. On dit ça ne se fait pas. Parce que tout simplement, on ne doit pas mélanger ceux qui sont chargés des opérations de vote et ceux qui sont chargés des opérations de délivrance des cartes NINA. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons demandé également à ce que
par rapport au bureau de vote, que les assesseurs, par rapport à la nomination, vous comprenez, dans le texte, il est prévu uniquement l'acte de nomination. Or, les partis doivent avoir un délai pour désigner leurs représentants. Ils ont refusé cela également. Alors que le représentant de l'État, il a une marge énorme pour nommer. Et la conséquence, c'est que si les partis ne désignent pas leur assesseur, il lui est loisible de choisir d'autres personnes. Pour sanctionner quelqu'un, il faudra s'assurer d'abord que par rapport à l'obligation qui lui incombe, que cette obligation n'a pas été remplie. Nous leur avons dit également que par rapport à la question du dépouillement, qu'aujourd'hui en République du Mali, il y a une interprétation différente. Dans certains centres, dans certains bureaux, le dépouillement n'est pas public. Or, ils nous ont fait comprendre qu'on n'a pas besoin de préciser cette mention, qu'un dépouillement est public. Nous avons dit non. Dès l'instant où des représentants de l'État font évacuer tout le monde du centre de vote, les bureaux sont formés pour faire le dépouillement, ce n'est plus un dépouillement public. Donc, nous avons dit qu'il faut préciser parce que la loi doit être précise pour qu'elle soit comprise par tout le monde. Ils ont refusé cela également. Ils ont refusé également le fait que nous avons pensé qu'il faut mettre expressement que les bulletins de vote qui ne sont pas signés, parce qu'il y a la mention obligatoire de faire signer les bulletins de vote par les assesseurs. Donc les bulletins, au moment où on fait le dépouillement, et qui ne sont pas signés, c'est des bulletins qui doivent être déclarés nuls. Là aussi, je ne sais pas, des éléments aussi simples, ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas accepté, enfin, l'innovation pour nous, qui consistait à dire que c'est une forte préoccupation du peuple malien maintenant, de connaître les programmes des différents candidats. Et là, on n'invente pas. Depuis sous De Gaulle, et ils ont introduit ça dans leur législation. Aujourd'hui, ce n'est plus la personnalité du candidat qui est en jeu, mais le peuple malien aspire à connaître vraiment le contenu des programmes. Et nous avons dit qu'en fait, il faut, dans la loi, faire ressortir cela. Parce que nous avons vu un candidat en 2013 qui dit « Je ne me soumets pas au débat contradictoire parce que la loi ne m'y impose pas ». Nous avons dit au-delà du second tour, comme les gens entrevoient le plus souvent, il faut faire un débat sur tous les programmes. Il ne s'agit pas de faire venir un candidat pour dire vous présentez seulement votre programme. Il faut qu'on fasse un débat entre tous les candidats sur leur programme. Aujourd'hui, c'est une forte aspiration du peuple. Donc si on doit changer une loi électorale, c'est les règles de jeu qu'on change d'une élection, d'une compétition. On veut faire en sorte que ce soit un code, une loi qui soit, des dispositions qui soient transparentes. Imaginez les différents aspects que je vous ai évoqués, mais ça rentre dans le cadre normal de la transparence et c'est des choses qui ne sont même pas compliquées. Voilà donc, pour ces raisons, en tenant fait du compte que lors des discussions, la majorité n'était pas là. Hein. Quand on dit 80%, c'est l'opposition qui a eu à faire, c'est l'opposition seule qui était là pour les propositions. Donc, sur quoi vous devrez... Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais ils ont censuré ces dispositions. Le fait de censurer ces dispositions, nous avons estimé que, très honnêtement, dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas donner notre quitus. D'accord. Oui, oui, allez-y, monsieur, madame, vous voulez réagir? Je pense qu'il faut noter quand même que l'opposition s'est abstenue. Ce qui est, comme l'honorable Nti l'a dit, c'est qu'il y a une avancée par rapport aux habitudes. Ça montre au moins qu'il y a une bonne partie du contenu de la loi qui contente l'opposition. C'est là d'autant plus que l'opposition a participé à son élaboration. C'est pour là où moi je dis qu'il y a une avancée. Il y a des choses que l'honorable Moudindiaye a dit que je partage, notamment la dernière, qui consiste à dire qu'il est absolument souhaitable qu'avant une élection, que le peuple puisse savoir ce que les uns et les autres proposent, que les uns et les autres se soumettent à des débats, à des rencontres avec la presse, qui présentent, qui argumentent et qui aient des oppositions en face pour permettre de mettre à nu les insuffisances supposées au réel de leur programme. Pour moi, c'est indispensable. Maintenant, est-ce qu'il faut l'inscrire dans une loi? Pour moi, aujourd'hui,
ça risque d'être compliqué à être mis en œuvre. Surtout si on met en place le débat avant le premier tour. Dans le deuxième tour, peut-être on peut cadrer plus facilement. Mais avant le premier tour, il y a une pluralité de candidats. Comment la presse va être impliquée, qui de la presse, ainsi de suite. Je pense que la mise en œuvre aura été difficile. En tout état de cause, vous, presse, vous êtes interpellés. La loi ne le prévoit pas, mais vous pouvez le mettre en place. Conviez les uns et les autres. Ceux qui ne viendraient pas, vous le dites. Au moins, le peuple sera édifié sur la volonté des uns et des autres. Et ce que vous pouvez faire au premier tour, vous pouvez aussi le faire au deuxième tour. Vous le faites au deuxième tour, les deux candidats qui sont au deuxième tour, s'il y en a un qui ne vient pas, vous le faites savoir et le peuple sera édifié. Sur cette question, c'est absolument indispensable, dans la loi ou pas, qu'il y ait des débats. Cela étant dit, il y a des observations de l'honorable Moudindiaï qui me semblent, moi, difficiles à être suivies. La première des observations qui m'est venue à l'esprit, c'est celle sur la signature du bulletin. Si vous rendez obligatoire la signature du bulletin de vote et que un des assesseurs, aujourd'hui maintenant on aura assesseur de la majorité de l'opposition, refuse de signer et que ce bulletin soit considéré comme nul, vous avez la possibilité que quelqu'un de mauvaise foi obtienne l'annulation du bulletin de vote. Par exemple, il y a un résultat qui est défavorable à son candidat, il va dire je ne signe pas. Il n'a pas signé, le bulletin est nul. Pour moi, ça aurait été difficile à être mis en œuvre. Bon, il y a d'autres observations sur lesquelles nous pouvons discuter. Mais je reviens toujours à ce par quoi j'ai commencé. C'est que ce qui a été fait déjà est positif. Maintenant, nous, partis politiques, majorité, opposition, les acteurs politiques de manière générale, nous devons nous organiser pour jouer pleinement notre rôle. Par exemple, dans la désignation des assesseurs. Il y a un rôle qui est donné aux représentants de l'État, c'est normal. Moi, je pense que l'administration doit toujours organiser les élections. Pour moi, on doit travailler à renforcer l'administration. Et à mon avis, l'administration malienne a démontré par plusieurs occasions sa neutralité pour qu'on puisse lui faire confiance. Désignons nos assesseurs. La majorité désigne ses assesseurs, l'opposition. Faisons-le suffisamment de temps pour que le représentant de l'État n'ait pas la faculté de mettre qui il veut. Formons nos assesseurs. Faisons en sorte que ce soient des personnes tout à fait responsables, que ce ne soit pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les bureaux de vote, des enfants influençables qui ne connaissent pas ces choses, et donc qui puissent jouer pleinement son rôle. Moi, j'ai une petite expérience des élections. Je sais que si on est représenté dans les bureaux de vote par des personnes responsables, des personnes compétentes, il y a très peu de marge de manœuvre pour les fraudeurs éventuels de pouvoir s'imposer. Pour moi, la loi constitue une avancée. Travaillons à l'intérieur de cette loi, faisons en sorte que les élections soient le plus crédibles possible et maintenant, ultérieurement, nous pouvons engager d'autres débats. D'accord. Alors, M. Sango, vous venez d'écouter tout de suite vos prédécesseurs. Est-ce que vous pensez que tout cela peut impacter les élections à venir? Bien sûr, ça peut impacter positivement comme négativement. Nous pensons que les élections, c'est d'abord un cycle. C'est un cycle électoral. Le cycle électoral, c'est avant, pendant et après. Donc avant, il y a des actions opposées, pendant, il y a des actions opposées, après, il y a des actions opposées. C'est pourquoi on organise l'observation des élections et on fait des recommandations. Et on espère qu'entre deux élections, il y aura la prise en compte de certaines recommandations. Par exemple, en 2013, on avait recommandé à ce qu'on aille carrément vers un code électoral en République du Mali. Pas une loi électorale, mais un code électoral. Un code électoral qui fixe les organes chargés de la gestion des élections, qui fixe les champs de compétences et qui définit vraiment, une fois pour toutes, de manière consensuelle à toutes les parties, comment on doit organiser les élections. En termes d'avancée dans la loi électorale, il y a l'article 173, par exemple, de la loi électorale, qui stipule, qui donne des garde-fous par rapport à la campagne, l'organisation de la campagne électorale, l'achat de conscience, l'utilisation des biens moyens de l'État. Ça, c'est une avancée. Mais dans la même fourchette, on pouvait introduire des débats contradictoires dans la loi électorale entre les candidats. On pouvait l'introduire. On n'a pas besoin d'aller dans d'autres lois, mais dans la loi électorale, on pouvait spécifier qu'il faut un débat contradictoire entre les candidats à la présidentielle. Ça, c'était une remarque qu'on a faite. Ensuite, la manière même de remonter les données. Vous savez, quand le vote est fini, on remonte les données. Aujourd'hui, il est dit que l'administration a 5 jours pour remonter les données, pour compiler les résultats, etc. etc.
Mais nous, on a démontré en 2013, par exemple, qu'au soir même, à la fin de l'élection, à la clôture des bureaux de vote, 2 heures de temps après, on peut savoir, en tout cas pour ceux qui concernent les présidentielles ou bien les législatives, qui sont ceux qui viennent en tête. Donc on peut donner les tendances. Et le système de donner les tendances est inscrit dans la loi électorale dans certains pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a suivi, ils ont fait. Au Bénin, ils l'ont fait. Ils donnent des tendances pour dire, en attendant les résultats, voici les tendances qui sont là. Et ça, c'est dans la loi électorale qu'on peut inscrire que la remontée des données peut être faite de façon électronique aussi, en utilisant les TIC. Mais ici, on n'a pas senti cette avancée dans cette loi électorale. C'est toujours l'ancien système où le ministre de l'administration territoriale a toujours 5 jours pour proclamer les résultats. Alors que pour l'élection présidentielle, la tension est tellement vive qu'il ne faut pas attendre 5 jours pour proclamer les résultats. 2 heures de temps après, on peut savoir. Et les états-majors politiques aussi, s'ils s'organisent, ils peuvent savoir qui est vraiment en tête de la compétition. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que les cadres de concertation, par rapport aux cadres de concertation, de 2013 à aujourd'hui, on n'a pas senti véritablement ces débats dans les cadres de concertation, l'animation des cadres de concertation. Parce que le ministère de l'administration territoriale dispose de 3 cadres de concertation. Il y a un cadre de concertation avec les partis politiques, un cadre de concertation avec les organisations de la société civile, et puis un cadre de concertation avec les partenaires techniques et financiers. Mais l'animation du cadre de concertation, c'est surtout fait sentir avec les partis politiques. Mais les organisations de la société civile n'ont pas été consultées pendant la relecture de 2016 et la relecture de 2017. On nous dit souvent, non, attendez à l'Assemblée nationale, la commission va vous appeler. Mais nous, on pense qu'avant même d'aller à l'Assemblée nationale, l'administration doit prendre langue avec les organisations de la société civile pour qu'elles puissent intégrer certaines préoccupations. Cela n'a pas été fait et c'est une insuffisance qu'on a constatée aussi. D'accord. Alors, M. Doumbia, qu'avez-vous à répondre par rapport à l'exclusion de la société civile lors de ces concertations-là? Bon, il parle du gouvernement. Moi, je ne réponds pas du gouvernement. Je peux répondre au niveau de l'Assemblée et je pense que nous nous efforçons en tout cas d'associer les organisations de la société civile quant à nos écoutes. Peut-être toutes les organisations de la société civile ne peuvent pas être écoutées, mais tout le monde a vu quand même que lors de nos auditions, nous nous efforçons en tout cas à écouter par rapport à cette modification-là. Nous avons écouté ensemble les partis politiques parce que M. Sango a parlé du protocole additionnel de la CEDEAO, parce que nous voulons nous rassurer qu'effectivement il y a en réalité un consensus, un large consensus autour de la question. C'est pourquoi, contrairement aux autres fois où nous écoutons les partis politiques individuellement, mais nous les avons écoutés ensemble. Et tous à l'unanimité, sauf un seul parti présent ce jour-là, a eu à dire qu'il n'est pas d'accord. Donc pour nous, le large consensus prôné par l'acte additionnel était à ce niveau-là. Et par rapport au cadre de concertation, comme je l'ai dit, ça c'est au niveau du gouvernement, mais aussi le deuxième jour, nous avons regroupé en tout cas beaucoup d'associations de la société civile pour prendre encore leur avis. Donc pour vous dire que nous essayons tant que nous pouvons de faire de façon inclusive nos auditions. C'est pour permettre à tous les segments de la société de pouvoir s'exprimer et de pouvoir nous donner leur point de vue. Et par rapport au débat, je suis d'accord avec ce qu'a dit le Premier ministre. Vous savez, les débats contradictoires, c'est une pratique démocratique dans d'autres pays. Ce n'est pas souvent inscrit dans leur loi électorale. C'est une pratique démocratique. Mais imaginez-vous qu'avec combien... On est en train de dire qu'en 2013, un candidat a refusé. Mais il fallait dire qu'en 2002 aussi, il y a aussi des candidats ou un candidat qui a refusé le débat passé. Ce n'est pas obligatoire. Même ceux qui le font. Nous prenons par exemple l'exemple sur la France. Est-ce que dans les textes électoraux français, est-ce que automatiquement ce débat est intervenu? Mais il a fallu un certain nombre d'années. Il a fallu un certain nombre de pratiques institutionnelles et pratiques politiques pour que ce débat puisse s'instaurer. Donc je pense qu'au fur et à mesure, notre pratique démocratique va poursuivre. C'est des choses qui vont s'introduire dans notre loi électorale. Mais à la date d'aujourd'hui, ça va être difficile à appliquer. Vous savez, avec la pluralité déjà des candidatures au niveau de l'élection présidentielle, imaginez-vous, si vous avez 20 ou sinon plus de 20 candidats,
et que vous puissiez organiser un débat entre tous ces gens-là, surtout que les débats ne peuvent se faire que lorsque la campagne est ouverte. Imaginez-vous. Donc ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous pensons que c'est des trucs à réflexion. Mais au-delà de ça, ce que l'honorable Mourindiaï n'a pas dit, c'est que l'Assemblée ne peut se prononcer que sur le texte qui lui est déféré. On est en matière de modification. Donc c'est uniquement les articles qui sont déférés, en tout cas qui sont modifiés, qui sont déférés à l'appréciation de l'Assemblée nationale. L'article dont il fait cas ne faisait pas partie des articles modifiés. Donc l'Assemblée en aucune manière ne pouvait se prononcer là-dessus. Et quant à la CENI, parlons-en. Vous dites qu'il faut que la CENI transmette son rapport 48 heures à la Cour constitutionnelle. Vous savez, la transmission, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la Cour est tenue par les rapports de la CENI, ce qui n'est pas le cas. Pour que cela soit réel, il faudrait revoir la Constitution elle-même, parce que la Constitution dit que la Cour peut, elle n'a pas l'obligation, mais elle peut, en cas de difficulté, se référer à certains rapports ou à avoir toute information qui peut éclairer sa lanterne. Mais dans le cas d'espèce, en disant que la CENI transmet, nous pensons qu'il y a une obligation pour la Cour, dans ce cas, d'être liée par ce rapport de la CENI, et ce qui serait contraire à la Constitution. Le retrait de carte d'électeur, il faut faire la différence entre distribution et retrait. On a dit distribution, oui, distribution jusqu'à la veille des élections. Mais le retrait, mais il ne faudrait pas quand même priver le citoyen de son droit de vote. Mais M. Doumbia, quand vous dites de distribution, est-ce que les cartes sont disponibles même? Les cartes seront disponibles. Les cartes seront disponibles. Quand nous avons écouté le gouvernement, il nous a été clairement dit que les cartes seront disponibles à partir du 15 au 20 juin et que la distribution commencera à partir du 20 juin. Donc, je ne suis pas l'exécutif, mais c'est des propos qui ont été, des garanties qui ont été données au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale sont revenus là-dessus pour dire qu'effectivement, et je pense qu'à la date d'aujourd'hui, les cartes sont en train d'être confectionnées et qui vont être bientôt distribuées à partir du mois de juin. Mais je pense que le retrait, le jour du vote, mais ce n'est pas une première, ça a été toujours fait. C'est pour permettre aux citoyens d'exercer son droit de vote. Mais ça n'entache en rien à la célérité ou bien au déroulement des opérations de vote. Et d'ailleurs, c'est une avancée pour moi, parce que ça permet à tout le monde, ceux qui n'ont pas pu aller au moment de la distribution avoir leur carte, qui puissent le jour du vote aller retirer leur carte. Parce que la distribution, parce que les gens confondent le temps de distribution et le retrait. Parce qu'il est dit que la distribution, c'est jusqu'à la veille des élections. Maintenant, la désignation des assesseurs. D'ailleurs, ce qu'ils avaient proposé est un recul. Parce que quand on dit que le représentant de l'État doit 15 jours au moins avant l'élection nommer les assesseurs. Mais eux, dans leur proposition d'amendement, ils disent que les partis politiques doivent, dans les 15 jours avant les élections, produire le nom de leurs représentants et que le représentant de l'État a 7 jours pour nommer. Si vous nommez quelqu'un à 7 jours, si je ne suis pas content, mes délais de recours, ça va s'expirer, ça va être exercé comment? Parce que je peux ne pas être d'accord pour la nomination d'un assesseur. Et j'ai le droit quand même d'assigner ou d'attaquer la décision de nomination de l'assesseur en question. Et si on dit 15 jours, ça évite en tout cas qu'il y ait un blocage. Parce que avant les 15 jours, le représentant de l'État va demander aux partis politiques de désigner leur assesseur. Et dans ce cas, 15 jours au moins, en tout cas avant la date de l'échéance, il va prendre un acte administratif. Et ceux qui ne seront pas contents auront la latitude, en tout cas, d'attaquer ce texte, d'attaquer l'acte de nomination. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de souligner que nous avons fait une grande avancée. Une grande avancée, comme l'a même dit l'opposition. Tout le travail, ils ont dit que la majorité était absente. Ce serait même très bien, parce que ça prouve que la majorité veut, en tout cas, des élections transparentes. Sinon, auquel cas, la majorité allait dire « Ah, nous n'avons pas pris part, en tout cas, aux travaux. Nous ne sommes pas d'accord avec ce principe-là. » Mais déjà, il faut souligner
en tout cas, la bonne volonté de la majorité et l'assiduité de l'opposition. Parce qu'ils ont été assidus et ils ont produit en tout cas de bonnes choses et des choses que nous, majorité, nous avons pensées pertinentes. Et je pense que c'est à l'actif de nous tous. Oui, M. Ndiaye. Oui, comme vous le savez, par rapport au débat contradictoire, il disait que le gouvernement n'avait pas touché l'article qu'on a voulu modifier, mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que l'Assemblée a adopté l'article 210 qui ne faisait pas partie de modification. Ça, c'est un aspect très important. Et puis le deuxième aspect, imaginez le jour du vote, au moment où on est en train d'identifier les gens pour qu'ils viennent voter, d'autres viennent à la porte pour dire que j'ai ma carte, donnez-moi ma carte. Cela ne se fait pas. Le retrait des cartes, c'est une commission qui est composée des partis politiques pour ça. La distribution. Que ce soit retrait ou distribution, c'est la même chose. Retrait, distribution, c'est la même chose. Vous voulez faire quoi? Et puis par rapport à la CENI, nous avons dès l'instant où nous mettons de l'argent, cette année d'ailleurs, c'est 5,7 milliards de francs CFA qui ont été mis à la disposition de la CENI pour l'élection présidentielle seulement. La CENI a demandé 9 milliards. On nous dit non, vous attendez jusqu'à la fin de leur mandat, donc à la fin de toutes les élections générales, pour que la CENI produise un rapport. Si nous voulons être transparents, dès l'instant où les organisateurs, les observateurs étrangers ou les ONG qui sont là, qui donnent leur appréciation immédiatement après le vote, que l'organe que nous créons, qui a une compétence nationale, que nous finançons, et qui est composé et des partis politiques et de la société civile, que cet organe soit incapable de donner quand même un rapport. Et quand il dit le fait de transmettre un rapport à la Cour constitutionnelle, cela ne veut pas dire que la Cour constitutionnelle est liée par le rapport. Ça, c'est écrit où? Et d'ailleurs, dans la pratique aujourd'hui, quand il y a des problèmes, la Cour demande à la CENI de lui transmettre le rapport. Maintenant, ce qu'on leur a dit et qui est important, ce rapport doit être public. C'est ça la transparence. Donc, par rapport à tous ces éléments, nous pensons qu'aujourd'hui, si on devait travailler pour la transparence, il n'y avait pas de problème. Ce que nous recommandons là, ce que nous avons dit dans nos amendements, mais ce n'est pas difficile d'application. Premièrement, on vous dit, l'autorité qui nomme a une contrainte de temps. Mais l'autorité qui désigne n'a aucune contrainte. Or, si cette autorité qui désigne n'a pas une obligation temporaire, l'autorité qui nomme peut sanctionner l'autorité qui désigne. Donc, obligatoirement, pour que les choses soient très claires, pour qu'il y ait défaillance de l'un, pour que tu puisses sanctionner cette partie, il faut que la personne soit dans une contrainte de temps. Ce n'est pas le cas. Madame, monsieur le Premier ministre, par rapport à les difficultés d'application de la loi, n'est-ce pas, concernant la disposition de la loi concernant les débats contradictoires, je vous assure qu'il n'y a pratiquement pas de problème par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Parce que aujourd'hui, nous voulons changer notre code. Il y a une forte préoccupation du peuple malien. Et nous, d'ailleurs, en tant que représentants du peuple, nous devrons défendre cela. Nous devrons défendre cela. Donc, moi, je pense que très honnêtement, ça a été une occasion un peu ratée. C'est un verre donc à moitié plein. Et ça, nous le disons. Ils ont joué seulement sur le fait qu'ils sont majoritaires. Et ça ne résout absolument rien. Oui, madame. Bon, c'est ça, hein. L'opposition a dit ça a été une occasion un peu ratée. Moi, j'insiste sur le terme un peu. Ça veut dire que lui-même, il constate qu'il y a des avancées. Oui. Moi, je voulais juste peut-être revenir sur deux choses, sur la CENI et puis sur le retrait des cartes. Dans le passé, c'était comme ça. À chaque scrutin, on avait une nouvelle carte d'électeur. On distribuait pendant les 30 jours et on disait clairement que ceux qui n'arrivent pas à récupérer leur carte, ils vont le jour du scrutin dans le bureau de vote et ils récupèrent leur carte. Dans le passé, ça a été fait comme ça. On a cette habitude. C'est simplement pour donner la chance
à ceux qui ne récupèrent pas leur carte d'électeur pendant ces 30 jours de distribution de pouvoir le récupérer dans les bureaux de vote. Et les bureaux de vote étaient organisés de telle sorte qu'il y a un endroit spécifique pour récupérer les cartes d'électeurs et il y a un endroit spécifique pour voter. Si on s'organise, les acteurs politiques avec l'administration, je pense qu'on peut passer ce cap. Et je ne suis pas sûr que ça c'est destiné à profiter à X ou à Y. Ça, c'est la première chose. Pour la CENI, le vrai problème, c'est que la CENI, nous avons tous accepté que la CENI soit une coquille vide, pratiquement. C'est de l'observation simple. Parce que le cafouillage de 97 a échaudé les gens. C'est vrai que 97, on était parti avec l'idée il faut organiser de manière indépendante de l'administration. On a créé la CENI, on lui a confié beaucoup d'attributions. Ça a été un cafouillage et on a annulé les élections. Donc, on est revenu à un format plus simple qui fait que la CENI est pratiquement sans incidence sur le processus. Pour moi, on aurait pu donner plus de contraintes quand même à la CENI. C'est-à-dire, elle observe les élections. Il est bon qu'au moment où on parle des résultats, que son observation puisse aussi compter. Pas forcément que la Cour doit ou que la Cour... Non, que son observation compte, qu'elle publie son rapport au moment où on est en train de discuter du résultat. Ça va être un élément qui conforte le processus. Là où je pense qu'on aurait pu gérer cette question de cette façon. Tout ça, c'est pour dire que nous avons un processus électoral, je pense, et c'est reconnu par les partenaires, qui se repose sur des textes et avec un personnel et avec une administration parmi les meilleurs en Afrique. Nous avons d'ailleurs des acteurs de notre système qui sont considérés comme des experts internationaux. On a notre responsable de la DGE qui est consulté partout en Afrique. Confortons progressivement. Le verre, il est à moitié plein, c'est pas mal. Travaillons à améliorer. Mais déjà, pour ce scrutin-là, ce qui est fait, c'est pas mal. La dernière chose, c'est par rapport aux assesseurs. Moi, je voudrais vraiment que l'opposition en particulier, parce que tout ça, c'est un peu orienté dans le sens, on va estimer que l'administration est plutôt pro-majorité, ce qui n'est pas forcément le cas. On n'a pas d'éléments là-dessus. Mais l'opposition doit s'organiser pour que les nominations des assesseurs ne souffrent d'aucun retard. Et s'organiser en plus pour suivre les nominations. C'est un acte administratif qui sera pris. Si jamais on a donné pour le bureau de vote 134 de Bruni, on a donné quelqu'un et que le sous-préfet ou le préfet s'amuse à mettre quelqu'un d'autre, nous avons quand même un délai pour aller au tribunal administratif et pour dire non, nous voilà l'acte que nous avons posé, il a désigné quelqu'un d'autre, on n'est pas d'accord. Si ça c'est permis, c'est plutôt de l'organisation. Si on est organisé, je pense qu'on va concourir à participer à l'amélioration du processus. D'accord. Oui, M. Sango. Merci beaucoup. Oui. Moi, je voudrais revenir un peu sur la saisine de l'Assemblée, la méthode de saisine de l'Assemblée nationale, comme l'a dit Honorable. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des députés en face et la majorité de l'opposition. Je pense que les cas de constatation avec les partis politiques, c'est d'abord les partis politiques qui se réunissent pour dire, bon, on veut ça, on veut ça. Après, le gouvernement revient là-dessus, met ça dans un texte. Mais le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, qui est là pour lire et puis pour s'autosaisir de certaines questions dont elle n'a pas été saisie. C'est aussi le rôle de l'Assemblée nationale. Je parle de ça parce que, par rapport à la CENI, tout le monde sait que c'est une coquille vide. On l'admet aujourd'hui, c'est une coquille vide qui est là. 3,5 milliards de francs CFA pour l'élection présidentielle seulement. 5,7 milliards. 5,7 milliards, je corrige. 5,7 milliards. Nous avons, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons voulu que ce petit mot qui est dans l'article 14 de la loi électorale soit clarifié. On dit que la CENI est chargée de la gestion des observateurs nationaux et internationaux. Point. C'est le seul rapport qui est entre nous en tant qu'observateurs. Nous sommes sur le terrain depuis 1947 et la CENI. Il n'y a pas de gestion financière, il n'y a rien. Donc tout l'argent que la CENI a, c'est pour elle-même. La CENI n'a jamais financé une observation, une quelconque organisation de la société civile pour l'observation. On a voulu quand même que cela soit clarifié par cette relecture et ça a été un coup manqué. Donc on va attendre peut-être... Merci, M. Sango. Malheureusement, le temps nous fait défaut.
Et cela me fait à ce débat sur la nouvelle loi électorale. Un grand merci à nos invités, honorable Zoumananchi Doumbia, député CDS, honorable Modi Ndiaye, député URD, Moussa Mara, ancien Premier ministre et candidat aux élections présidentielles de 2018, Ibrahima Sango, le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Noundjire, la régie vidéo est assurée par Momadi Keita. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.